Cerno, épisode 56. Moi, franchement, j'aimerais savoir pourquoi. Et puis il est mort, quoi. Enfin, sans avoir été jugé, sans qu'on ait cherché à comprendre, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on lui a fait. On ne devient pas un psychopathe comme ça. Enfin, je crois pas, je sais pas. Elle me hante, en fait, depuis toujours. Oh, j'ai été belle. Il filait ses victimes jusque chez elle. Oui. L'espèce humaine est cruelle. C'est un ours. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Allez hop. Eh bien, j'avais envie de vivre. Françoise. Une dame qui a été tuée ici. On est pour vivre. 3, 2, 1. Et vous, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Ah, j'ai une vie un peu atypique. Mais j'ai pas très envie qu'on parle de moi. Pourquoi ? Moi, parce que c'est pas très intéressant, parce que je trouve que c'est plus intéressant votre podcast sur Thierry Paulin. En fait, moi, la seule chose que je puisse vous amener, c'est mon expérience, très peu, mes souvenirs. Mais en fait, je me disais que bon, peut-être vous alliez m'apprendre des trucs. Je peux répondre à vos questions, mais j'aimerais... Parce qu'en fait, ce qui me touche dans ce que vous dites, c'est votre hospitalité. J'ai toujours eu ça, par contre. Toujours. L'hospitalité. Oui. Maintenant, je choisis un petit peu mieux les gens que je fais rentrer chez moi. Mais oui, je peux dire oui, que la maison est toujours pleine de gens. Surtout la famille, en fait. Surtout mes enfants. Mes enfants, ma petite fille maintenant, parce que je suis grand-mère depuis très peu de temps. Ma fille qui va arriver là, dans 1 heure ou 2. Faustine ? Oui, Faustine. Elle arrive de Lille avec son compagnon. J'ai un autre fils qui est formidable aussi. Parce que moi, j'ai des enfants formidables, en fait. J'ai cette chance inouïe d'avoir 3 enfants, mais incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire une vie atypique ? Oh, une vie atypique, ça veut dire que j'ai eu, par exemple, 3 enfants avec 3 papas différents. Ça, c'est une vie atypique, surtout à mon âge. Ça se faisait pas beaucoup, hein. Ça faisait désordre un petit peu quand même, malgré tout. Mais c'était un peu le prolongement de ma rébellion, on va dire. Cette recherche de liberté ? Cette recherche de liberté, surtout, en fait, le désir de ne jamais être, le désir de ne jamais dépendre de qui que ce soit. Jamais. Et vous avez réussi ? Oui. Très bien. En plus de ça, j'ai un chéri qui est adorable, qui ne dépend pas de moi, je ne dépends pas de lui, on vit ensemble et on est très heureux en fait. On est franchement pas mal, quoi. Donc vous étiez autonome ? J'ai toujours été autonome. Oui, toujours. Et aujourd'hui, vous faites quoi comme travail ? J'ai été pépiniériste, j'ai adoré ça, j'aime toujours autant. Les plantes, les fleurs, et j'ai toujours aimé le textile aussi. Et là, en ce moment, je fais fabriquer des vêtements que je vends. Alors, j'ai 2 marchés dans le coin, le week-end, et ensuite, j'ai une boutique. Vous dégagez beaucoup de sérénité. Vous vous sentez sereine ? Donc, je peux être très angoissée, très stressée. Mais plus ça va, plus je suis sereine quand même, en vieillissant, ouais. Heureusement, hein. Et vous faites très jeune. Ouais, c'est gentil. On me le dit souvent, mais ça, je pense que c'est dans les gènes. Parce que franchement, je me suis pas ménagée, hein. Donc bon, je fais jeune, mais... Vous avez beaucoup vécu. Ouais, j'ai quand même pas mal vécu. Ouais, j'ai pas mal vécu. Et j'aime la vie, quoi. Donc bon, je suis pas à l'eau pétillante toute la journée. J'aime beaucoup boire du vin blanc le soir. J'aime beaucoup manger, faire la cuisine, recevoir, voilà quoi. Vous avez un tatouage sur l'épaule gauche. J'en ai plusieurs. Qu'est-ce qu'il représente ? En fait, ça représente la nature, c'est-à-dire que normalement, il est censé descendre. Donc c'est un soleil, des oiseaux, papillons, il doit y avoir une espèce de scarabée qui vole, etc. J'aime infiniment la nature et les animaux. Vous avez un papillon ? Oui, j'ai un papillon, absolument. Je viens d'interviewer une dame, Oui. à 1 heure d'ici, qui elle n'a pas connu Paulin, mais c'est sa sœur qui traînait un peu avec lui dans une bande quand ils étaient ados.
D'accord. Et elle avait un papillon sur l'épaule gauche. Et elle me disait que ce qu'elle regrettait dans sa vie, c'était de ne pas avoir été autonome, en fait. C'est vrai. Elle n'est pas autonome. Elle l'a pas été, en tout cas, pour diverses raisons. Oui, bien sûr, quand elle Et le elle a voulait. dû conquérir maintenant sa D'accord. liberté. Ça se conquiert toujours une liberté. Ça, par contre, ça n'arrive pas comme ça. Non. La facilité, c'est justement d'oublier d'être libre. Surtout pour une femme de ma génération. Maintenant, c'est plus simple, quoique pas toujours. C'est pas évident, la liberté. C'est pas évident de faire des choix qui font que vous allez être critiquée, pas forcément comprise. C'est pas évident. Hein. Ouais. Donc je la comprends. Puis acquérir de l'autonomie quand on est plus âgé, moi je suis assez contente d'avoir fait mon chemin depuis très longtemps, parce que je ne surprends plus personne maintenant, plus du tout. C'est là qu'on vous a montré du doigt. Oh oui, évidemment. Mais ça, je m'en foutais complètement. Et encore aujourd'hui. Je vais vous resservir une petite eau pétillante, jeune homme, ou une petite bière, si vous préférez. Vous disiez qu'on vous montrait du doigt. Vous avez grandi dans un milieu bourgeois. C'est pas bourgeois, c'était pas bourgeois. On peut pas appeler ça bourgeois. Les bourgeois, c'est des gens qui ont de l'argent sans rien faire. Hein, c'est ça? Non, moi j'ai toujours bossé. Après, je suis née dans une famille très atypique aussi, parce que ma mère venait d'une famille plutôt aisée, de tricoteurs. Ils tricotaient pour le cinéma français. C'était rigolo. Et elle a épousé, contre toute attente, mon père qui était réfugié espagnol, catalan. Oui. Catalan. C'est-à-dire, mon père est arrivé à 3 ans avec la retirada, donc à l'époque de la guerre d'Espagne, la guerre civile. Mon grand-père était républicain, évidemment. Il s'est fait dénoncer par des gens du village. Il a dû fuir et ma grand-mère a pris son fils sous le bras et a traversé les Pyrénées, comme beaucoup d'autres. Ils sont arrivés en France quand mon père était tout petit garçon, il avait 3 ans. C'est pour ça que vous avez peut-être la liberté dans le sang aussi. Absolument. Et ça, je suis quasiment sûre de ça, oui. On ne transige pas sur la liberté, quoi. Non, carrément, ça c'est sûr. C'est vital. Ouais, c'est vital. J'avais jamais fait le rapprochement avec ça, mais en tout cas avec mes origines, oui, parce que voilà, je sais plus facilement dire non que oui. Mais bon, après, par rapport à ça, effectivement, je pense que oui, ça doit être... Il doit y avoir quelque chose là-dedans, ouais, à creuser, sans doute. Mes grands-parents n'étaient pas libres. J'ai le souvenir de mes grands-parents tristes, vraiment. Mes grands-parents avaient été contraints de partir de leur pays, sinon ils passaient à la casserole. Donc mes grands-parents n'étaient pas libres, mes grands-parents n'avaient aucune envie d'être en France. Ils n'aimaient pas ce pays. Ils n'étaient pas chez eux, ils avaient dû tout quitter, tout, avec une valise en carton, quoi. C'est horrible. Ma grand-mère, elle s'est retrouvée à garder des troupeaux de vaches dans des fermes du côté de Lectoure, dans le Gers, avec des gens qui la méprisaient. Elle parlait catalan, elle parlait même pas espagnol. Avec son mari, qui avait été emprisonné en plus, qui était au camp de Gurs, dans les Pyrénées, avec des femmes juives. On avait fermé les républicains espagnols à ce moment-là. Ma grand-mère en a crevé, quoi. Carrément, ouais. Et mon grand-père est mort à 53 ans, hein, d'un cancer du foie, parce qu'il avait pris des coups de bâton sur le ventre. Enfin, clairement, quoi, c'est horrible. Donc non, ils n'étaient pas libres, pas du tout. Pas du tout. Mais mon père est plus français que la plupart des Français. Donc je pense que mon père a tout fait pour s'incruster dans la vie locale, française, avec tout ce que ça comporte. Bon, même si c'est quelqu'un d'érudit, voilà, qui adorait en tout cas lire. Voilà, mais qui se coupait de ses origines, pour pouvoir mieux rentrer dans le moule aussi. Avec ma mère, qui n'était pas du tout de son milieu, il a fallu que ma mère le fasse accepter par ses parents et ça a été compliqué.
Donc il a essayé de vous tenir en fait. Il a essayé de me tenir certainement pour que je... Oui, lui davantage que ma mère en fait. C'est lui qui m'a mis chez Bonne Sœur, ouais. Mais oui, il a fait en sorte que je sois contrainte en fait. Vous êtes libre mais vous n'êtes pas triste. Non. Je suis libre mais pas triste, mais non, heureusement. Je pense à vos grands-parents qui étaient tristes. Ils n'étaient pas libres, ils étaient tristes, et vous êtes libre et joyeuse. Oui, moi je suis plutôt libre et joyeuse. Mais je n'oublie pas ce qu'ils ont vécu. Donc je suis très très vigilante. Je suis une horrible gauchiste. Je déteste les gens de droite. Je suis affreuse. Je déteste tout ce que ces gens-là représentent. Et là je ne suis pas du tout consensuelle, pas du tout, je suis horrible. Oui, je me lâche complètement. Je suis affreuse. Mais ça vient de mes grands-parents, bien sûr, de ce qu'ils ont vécu, quoi. Enfin, j'ai pas envie de jouer avec ça. Pause. C'est votre chien. Oui. Elle est obsédée par le jeu, cette chienne. Elle a toujours quelque chose dans la gueule qu'il faut lui balancer. Allez, hop. Je comprends mieux pourquoi vous étiez si accueillante. Si je repense à cette période où vous étiez à Toulouse, vous aviez 23 ans, embourgeoisé un peu comme vous disiez, vous auriez pu vous dire qu'en fait vous vouliez gagner de l'argent, quoi. Bourgeoisie, c'est pas le terme. Non, mais plus installé, quoi. Et l'argent, franchement, n'a jamais été un moteur, en fait, pour moi. Heureusement. Et vous auriez pu vous dire, bah tiens, voilà, ces petits jeunes là, ils me rapportent de l'argent et puis c'est tout. Mais en fait, vous étiez dans une démarche inverse. Non, C'était quelque chose qui vous nourrissait dans ces jeunes. Complètement. Oui, complètement. Non, ça, on n'était pas du tout comme ça. Et ce qui vous nourrissait, c'est quoi? C'était qu'ils étaient différents de vous? Ils n'étaient pas si différents de nous. Ils étaient très proches de nous même, en fait. Ils étaient juste plus jeunes et avec des histoires, chacun une histoire différente. Ils avaient des petits traumatismes de jeunes gens, on va dire. Il n'y avait rien de grave, en tout cas, de ce que j'ai su, compris, appris d'eux. Voilà, il y avait des jeunes qui avaient fugué, qui étaient partis parce que papa était un peu sévère, parce que maman voulait pas ceci, voulait pas cela. Donc bon, c'était... Là, il n'y avait rien de grave, hein. Franchement. On n'a jamais accueilli de jeunes qui sont en déshérence totale. À part certainement Thierry Paulin, qui devait l'être, et on n'a pas su le voir, quoi. Ça, on n'a pas su voir, ça c'est sûr. Ça, j'aurais ce regret, quoi, en fait. Voilà. Et oui, parce que... Enfin, regret, j'ai rarement des regrets, mais je me dis... Mais qu'est-ce que vous auriez pu voir? Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de ce qu'il a fait 2 ou 3 ans après de passer chez nous? Ouais, mais comment vous auriez pu... C'est pas comme ça, c'est pas arrivé comme ça. Il s'est pas dit en suivant une dame dans la rue, tiens, je vais rentrer derrière elle, je vais la torturer et je vais la tuer. Je vais l'étouffer pour qu'elle me donne un peu d'argent. Vous savez que c'est le plus gros tueur en série français. Quelle horreur. C'est le Français qui a tué le plus de personnes. Il a tué sûrement 40 femmes. C'est pas vrai. C'est plus que Petiot, c'est plus que Landru. 40 femmes. J'en étais restée à 18. Il y en a 20 qui sont répertoriés, mais il y a des crimes qu'il n'a pas avoués. En fait, on l'aurait pas chopé, il aurait continué, en fait, c'est ça? Oui. Certainement. Comment vous avez réagi quand il est mort? J'ai pas eu de réaction particulière. Je me suis dit que c'était une espèce de finalité horrible, mais qui allait dans le sens de sa vie, quoi, en fait. Je me suis pas dit tant mieux, je me suis pas dit tant pis. Je me suis dit, bon, bah voilà, cette horreur, le sida là-dessus, la mort en prison, mais quel enfer. Mais quel enfer.
Et puis la mort aujourd'hui de Thierry Paulin, meurtrier présumé de 18 vieilles dames à Paris entre 1984 et 1987. Oui, il est mort du sida. Arrêté par hasard, Thierry Paulin avait reconnu les faits, des faits terrifiants qu'il associe ainsi à l'une des plus grandes séries de crimes du XXe siècle. Toxicomane détraqué peut-être, assassin pour l'argent sans doute. Perturbé par sa maladie, le sida, pourquoi pas? Les psychiatres n'auront pas eu le temps de cerner sa personnalité. La mort le dérobe à la justice, il restera donc à jamais un assassin présumé. Peut-être que vous êtes une des rares personnes qui lui ait fait confiance en fait. Ouais. Vous, Ouais. Isabelle. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être parce que en fait, c'est ce qui me déroute beaucoup, c'est de n'entendre que des horreurs sur lui, en fait. Ouais. Puis vous venez de m'en rajouter, quoi. 40 personnes, bon, je comprends pas, je ne comprends pas. Je me répète, mais peut-être que vous êtes une des rares personnes à leur donner une chance en fait. Ah ouais, mais bah ça restera quand même malgré tout un regret. Ouais. De pas avoir peut-être gardé un contact avec lui, peut-être que un tournant dans sa vie, enfin je sais pas, mais certainement on n'aurait pas pu empêcher ces meurtres-là. J'imagine en tout cas. Mais peut-être qu'il se serait tourné vers quelqu'un pour l'aider, en fait. Rien ne l'a empêché d'aller jusqu'au bout. C'est terrible. Rien ne l'a empêché de faire ça. C'est ça qui me déroute, en fait. Qu'il n'ait pas eu un soutien, je sais pas, quelque chose qui fait qu'au dernier moment, quand on va passer à l'acte, on se dit « Mais non, je peux pas faire ça, je suis un être humain. » Et puis, il y a telle personne qui compte sur moi. Et puis voilà. Cette pathologie-là, en fait, moi, je la comprends pas. De pas avoir d'empathie, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait du mal, on entend quelqu'un hurler, crier, et ça ne nous fait rien. En fait, c'est ça que j'ai lu et entendu. J'en avais discuté un jour avec un psychiatre, le mari d'une amie de mon ex-mari, et qui est psychiatre auprès des tribunaux aussi, psychiatre à Cadillac, à côté de Bordeaux, qui est une unité psychiatrique extrêmement fermée, parce qu'on y reçoit tous les gens qui découpent leur famille en morceaux, etc., quoi. Donc je lui avais posé la question, et il m'avait dit, oui, bah lui, en fait, il a expliqué ça comme de façon très clinique, quoi. Voilà, c'est une pathologie, c'est une maladie psychiatrique. On n'a pas d'empathie. Mais moi, j'ai pas vu quelqu'un qui avait pas d'empathie. C'est ça le truc, en fait. C'est ça qui me déroute. C'est qu'on ait pu dire, ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'empathie, donc ça explique qu'il ait tué autant de gens. Ok. Mais je me souviens pas de quelqu'un qui n'avait pas d'empathie. Vous l'auriez vu? Ah ouais, je pense. Vous le verriez pas, vous, ça? Quelqu'un qui a aucune empathie, zéro empathie. Que vous voyez plusieurs jours, plusieurs mois, quand même pas d'empathie avec un bébé. Avec un bébé dans les bras, avec un regard, avec une douceur dans les mains, avec... Ça, je l'ai vu. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une empathie, quelque part. Il aimait Quentin. Oui, en tout cas, il aimait les bébés, ça c'est clair. Quentin, qui était un bébé. Mais oui. Il n'a pas pu faire de mal à Quentin, ça par contre j'en suis persuadée. C'est pas parce que j'ai envie de le croire, c'est parce que je sais que non. C'est votre fille qui arrive. Oui. C'est ma fille et mon beau-fils, avec leur chien et leur chat. Je vais les accueillir, ça vous dérange pas? Bonjour, vous êtes Faustine? Oui, c'est moi. C'est vous qui êtes née le 5 décembre oui, 1987. Oui, c'est moi. Je suis née grâce à l'arrestation de Thierry Paulin. Ça vous fait quoi? Attention. Ouais. Oh, ça me fait pas grand chose à vrai dire, mais c'est assez étrange, surtout que mon père s'appelle Thierry aussi, donc elle a hurlé Thierry quand elle a vu Thierry Paulin là. C'est ça, maman, c'était l'histoire. Oui. Mais non, ça fait quand même bizarre de se dire qu'un tueur en série a gardé mon grand frère, quoi. C'est sûr que ça,
On n'en a jamais parlé ensemble en fait. Ouais. Enfin très peu. Moi j'en parle de temps en temps parce que j'adore tous les reportages en lien avec les tueurs en série. Pourquoi ? Mais je sais pas, en plus ça me fait hyper peur. Mais non, je sais pas d'où ça vient, je pense que ça vient de toi aussi, qu'il y ait énormément de polars et de... Ah, je savais pas ça. Oui, je lis énormément de polars, oui. Je suis une fan d'énigmes particulièrement. Alors là, vous êtes au cœur d'un polar. Non, je mets complètement ça à part en fait, non. C'est pas un polar pour moi en fait, c'est une réalité, ça n'a rien à voir, non, c'est pas un polar. Non, pas du tout. C'est une énigme et en même temps c'est un chagrin aussi quand même quelque part. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Vous allez passer la soirée avec votre fille ? Oui, ma fille, mon beau-fils, on va peut-être aller au resto, je sais pas, on va aller manger des sashimi, je sais pas ce qu'on va faire. Je rentre à Paris. J'ai plusieurs heures de route, ça va me permettre de méditer sur tout ce que j'ai appris ici. Pour moi, c'était des rencontres fortes, en tout cas. Inoubliables. Alors ça fait déjà plusieurs semaines que je me laisse guider par certains auditeurs qui participent à l'enquête. Et ma prochaine étape, c'est Ivry, en banlieue parisienne, où je vais rencontrer Agathe, une auditrice qui contribue au Patreon et qui travaille au journal Le Monde. Alors elle m'a dit qu'elle avait fait pas mal de recherches, d'archives sur l'affaire au journal, et elle voudrait me les communiquer. Je pense que ça devrait nous ouvrir pas mal de pistes. Et comme toujours, on verra bien où cette histoire me mène. Démarrez le guidage vers l'adresse du domicile de Contact Domicile. À suivre. Françoise! Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez deux possibilités. Participer sur patreon.com/Cerno ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain et n'oubliez pas... Il faut toujours croire en l'être humain.